En analyse financière, vous avez peut-être déjà entendu parler de la CAF. Je ne parle pas de la caisse d'allocation familiale, bien évidemment. Je parle de la capacité d'autofinancement. On parlera aussi d'autofinancement qui découle de la CAF. Il s'agit en fait de compléter l'analyse de l'activité de l'entreprise, de compléter le TSIG avec une analyse permettant d'analyser la trésorerie de l'entreprise et les capacités liées à cette trésorerie. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Évidemment, il y aura un exercice corrigé où on fera un peu de calcul et un peu d'analyse. Je vous laisse vous installer le temps d'un petit jingle. Alors on va déjà partir d'un constat, c'est que le résultat, ce n'est pas la même chose que le solde bancaire. Effectivement, lorsqu'on apprend la comptabilité, quand on vous dit qu'on crée de la richesse, qu'on fait un résultat, on pourrait penser que c'est l'argent qu'on a dans notre compte en banque. Or, ce n'est pas le cas. Petit rappel, lorsqu'on calcule le résultat, on fait la somme des produits moins la somme des charges. Donc ici, on est en comptabilité générale. Les produits, c'est tout ce qui est compte de la classe 7. Les charges, c'est tout ce qui est compte de la classe 6. Si on regarde un petit peu plus profondément les définitions, les produits, c'est les ressources générées par l'entreprise, qu'on a fabriquées, vendues ou pas. Et les charges, c'est ce qu'on a consommé. Si maintenant on compare avec la trésorerie générée par l'entreprise, c'est-à-dire les liquidités, l'argent généré par l'entreprise, il s'agit de la différence entre les recettes et les dépenses, autrement dit les encaissements et les décaissements. On a donc une différence entre les deux puisqu'en fait, en particulier, dans les produits et dans les charges, on a ce qu'on appelle des produits calculés et des charges calculées. C'est ce qu'on fait en particulier dans le cadre de l'inventaire. On procède à des écritures liées aux dotations aux amortissements. Je constate une perte de valeur irréversible, mais cette perte de valeur ne génère pas de trésorerie. De la même façon, on va aussi calculer des dépréciations et des provisions. Et c'est ces différences-là qui fait que le résultat, ce n'est pas la même chose que la trésorerie générée par l'entreprise. Si on regarde un petit peu du coup dans les produits, on va distinguer deux catégories de produits. D'un côté, les produits encaissables, donc soit ils ont déjà été encaissés, soit ils vont être encaissés. Par exemple, lorsque vous vendez, si vous vendez à comptant, c'est encaissé. Si vous vendez à crédit, ce sera à encaisser. Et puis, on a les produits non encaissables. Ce sont entre autres les fameux produits calculés. On va retrouver toutes les reprises sur amortissement, dépréciation, provision. Et aussi, un élément un peu particulier, je vous mets le lien dans la vidéo là, si vous voulez aller voir ce que c'est les quotes-parts de subvention d'investissement virées au compte de résultat. De l'autre côté, au niveau des charges, donc des consommations de l'entreprise, on va donc retrouver cette même distinction, les charges décaissables, décaissées et à décaisser. Par exemple, j'achète comptant, je paye, donc je décaisse. Je paye à crédit, je paierai plus tard, donc c'est une charge à décaisser. Et puis on a les charges non décaissables, par opposition aux produits. Ici, il s'agit des dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions. On a aussi un autre élément, c'est la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Lorsque on cède une immobilisation, on va utiliser le compte 675 pour éliminer la valeur nette comptable de l'entreprise, constater la consommation de l'immobilisation qu'on a cédée. Voilà pour cette distinction dans les produits encaissables, non encaissables, décaissables, non décaissables. Et c'est ces notions-là qui vont nous permettre de définir la CAF. Donc on va partir de la définition de la CAF. Attention, j'ai bien dit capacité d'autofinancement. Nous n'allons pas aller voir la caisse d'allocation familiale. Alors la définition, la CAF, c'est la trésorerie potentielle dégagée par l'activité courante de l'entreprise au cours d'un exercice. Donc, quelles sont les informations importantes? C'est une notion de trésorerie, mais c'est une notion de trésorerie potentielle. Ça veut dire que la CAF, ce n'est pas non plus la trésorerie générée par l'entreprise, ça ne correspondra pas à l'augmentation de l'argent qu'on a sur notre compte bancaire. Donc, c'est de la trésorerie potentielle, c'est-à-dire encaissable et à encaisser, décaissable et à décaisser. C'est uniquement pour l'activité courante de l'entreprise, donc on va exclure tout ce qui est exceptionnel. Et cette CAF, elle est forcément pour une période, pour un exercice comptable. Pour déterminer
le lien avec ce qu'on a vu précédemment, on reprend. Donc on a dit résultat, c'est produit moins charge, trésorerie, c'est encaissement moins décaissement, et donc la CAF, c'est produit encaissable moins charge décaissable. Hein, donc en fait, on va prendre une partie de résultat, et en fait, si on devait replacer la CAF, bah, c'est entre le résultat et entre la trésorerie générée. C'est une notion mixte entre les deux. Pour mieux comprendre, on va voir quelles sont les utilisations possibles de la CAF, à quoi sert la CAF pour l'entreprise. Cette CAF, elle va pouvoir, dans un premier temps, consolider la trésorerie de l'entreprise. Une entreprise qui génère de la CAF, elle va augmenter sa trésorerie. Deuxième chose, ça va permettre de rembourser ses dettes à long terme. C'est-à-dire que soit on est à court terme, on consolide la trésorerie, soit on est à long terme et on rembourse ces dettes à long terme. On sait que les dettes ont un coût, l'intérêt, et donc l'entreprise, si elle génère beaucoup de capacités d'autofinancement, va pouvoir faire le choix, éventuellement, de rembourser plus rapidement ses emprunts à long terme. La CAF va aussi pouvoir servir à rémunérer les apporteurs de capitaux, rémunérer les actionnaires en leur versant des dividendes. Les dividendes, c'est un dégagement de trésorerie, donc la CAF permet de générer la trésorerie, donc de payer les dividendes. Quatrième utilisation, la CAF, on va pouvoir la garder au sein de l'entreprise pour autofinancer la croissance, pour acheter une nouvelle immobilisation. Et donc, on a comme ça de la trésorerie, on n'est pas obligé de s'endetter, on peut utiliser une partie de la CAF pour financer sa croissance. Et enfin, on va aussi pouvoir éventuellement financer un décalage de trésorerie. En fait, lorsque vous augmentez votre activité, généralement, vous activez votre besoin en fonds de roulement. Décalage de trésorerie entre le moment où vous achetez, vous décaissez, et le moment où vous vendez et vous encaissez. Et donc la CAF va permettre de consolider la situation de l'entreprise en termes de trésorerie pour financer cette augmentation d'activité. Maintenant, au calcul de la CAF, je sais, c'est ce que vous attendez, j'y arrive. Rentrons dans la technique. Maintenant, sachez quand même que la technique n'est rien si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Donc, je vous ai expliqué ce qu'il y avait derrière. Maintenant, on va voir les calculs. On a deux approches pour calculer la capacité d'autofinancement. Une approche, alors les noms que vous trouverez dans les ouvrages sont différents. Vous allez trouver une approche additive et une approche soustractive. Moi, ce qui me gêne, c'est quand je vois marquer les noms additifs et soustractifs, j'ai du mal à me souvenir laquelle est additive, laquelle est soustractive. Et quand j'arrive à réfléchir, je réfléchis à l'inverse de ce que je trouve dans certains ouvrages. Je préfère une terminologie qui est différente, mais qui va reprendre un petit peu la même notion. On va prendre une approche explicative et après, on va prendre une approche vérificative. L'approche explicative, c'est d'expliquer comment s'est constituée cette capacité d'autofinancement. On a dit dès le départ, on reprend la définition. L'approche explicative, c'est donc la somme des produits encaissables moins la somme des charges décaissables. La deuxième approche est de dire, je prends une approche vérificative, c'est-à-dire que je vais prendre tous les produits et toutes les charges, donc grosso modo, je pars du résultat, et j'enlève celles qui ne m'intéressent pas. Donc j'enlève les charges non décaissables et je rajoute les produits non encaissables. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne un peu plus concrètement. Donc sur l'approche explicative, je pars donc des produits d'exploitation encaissables, j'enlève les charges d'exploitation décaissables et j'obtiens en fait le BE. Donc si on a déjà fait un tableau des soldes intermédiaires de gestion, je repars de l'EBE. Et ensuite, je vais rajouter les autres produits encaissables qui ne font pas partie de l'EBE. Et attention, comme on a dit que la CAF, c'était la trésorerie générée par l'activité courante, je ne prends pas les produits de cession d'éléments d'actifs. Donc ça, c'est un élément à faire attention. Et j'enlève les autres charges décaissables. Et donc, j'obtiens la CAF. Dans l'approche vérificative, l'idée en fait c'est de commencer par l'approche explicative, comme ça je peux comprendre comment s'est construite la capacité d'autofinancement et je vérifie mon calcul avec l'approche vérificative. Dans l'approche vérificative, je repars du résultat de l'exercice, je vais cette fois-ci rajouter les charges non décaissables. Donc normalement une charge ça soustrait, mais là comme j'annule quelque chose qui a été fait, j'ai moins par moins, donc j'ajoute, donc plus des charges non décaissables et moins des produits non encaissables. Et attention, on a dit on ne prend pas ce qui est lié à l'exceptionnel, donc moins les produits de cession d'éléments d'actifs, les PCEA. On obtient donc la CAF.
Donc l'approche explicative, elle est plus utile pour analyser, pour comprendre comment s'est formée la capacité d'autofinancement. L'approche vérificative, elle est généralement plus rapide pour le calcul. Donc tout dépend de quelle situation vous êtes. À vous de choisir la situation qui est la mieux. Si vous pouvez, moi je vous conseille de faire les deux pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Et c'est ce qu'on va faire dans un exercice. On va partir d'un exemple, on va partir directement, on a fait le tableau des soldes intermédiaires de gestion. J'ai repris celui que j'avais fait dans les vidéos d'analyse et de calcul du TSIG. Donc voici donc notre tableau des soldes intermédiaires de gestion. Juste une petite précision sur les produits exceptionnels et charges exceptionnelles. Je vous précise que ces produits exceptionnels et charges exceptionnelles constituent des produits de cession d'éléments d'actifs ou des valeurs comptables des éléments d'actifs cédés. Donc c'est des éléments du coup qu'il va falloir intégrer dans le calcul de la CAF. Je vous laisse essayer de faire et je vous donne le commis. On va commencer par l'approche explicative. Je vous ai remis ici le cours. On a dit produit encaissable moins charge décaissable. Donc on part des produits d'exploitation encaissables, production vendue, production stockée, subvention d'exploitation. On enlève les charges d'exploitation décaissables. Ici, on a les achats de matières premières, les variations de stock qu'on soustrait, les autres achats et chaque externes, les impôts, les charges de personnel. Et en fait, plus simple, puisqu'on part d'un TSIG, on repart de l'EBE, ici, 4603. On va donc rajouter les autres produits encaissables. Donc ici, on a les autres produits de gestion courante et les produits financiers. On a dit dans cet exercice-là, comme les produits exceptionnels correspondent à des produits de cession d'éléments d'actifs, on ne les prend pas en considération. On considère que ça ne génère pas de la trésorerie pour la CAF. Et on va soustraire les autres charges décaissables. Donc dans les autres charges décaissables, on a des charges de gestion courante, 21, des charges financières et de l'impôt sur les bénéfices. Finalement, on trouve un montant de la CAF qui est de 3 338 €. Donc ici, ça permet de comprendre un petit peu d'où vient notre capacité d'autofinancement, quels sont les produits majoritairement encaissables et décaissables. On va faire la seconde approche qui est l'approche vérificative. Dans l'approche vérificative, on part donc du résultat de l'exercice et vous allez voir, c'est vrai que c'est un peu plus rapide sur le calcul. À vous de voir. Donc le résultat de l'exercice, 2485. Je rajoute les charges non décaissables, il s'agit des différentes dotations et de la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. J'enlève les produits non encaissables, il s'agit ici de toutes les reprises, et j'enlève aussi les produits de cession d'éléments d'actifs. J'obtiens donc une CAF qui est égale à 3338 et là je suis plutôt rassurée puisque j'obtiens le même montant que le montant précédent. Ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Donc ici vous avez les deux approches, approche explicative, approche vérificative. Maintenant, il y a une notion qui est liée à la capacité d'autofinancement, c'est l'autofinancement. Il y a une différence entre je suis capable de m'autofinancer et je me suis autofinancé. L'autofinancement, c'est la part de la capacité d'autofinancement qui est consacrée au financement d'entreprise. Il y a une différence entre je peux et j'ai fait. Donc, j'ai fait, c'est l'autofinancement. Combien finalement j'ai consacré de ce que je pouvais au financement de l'entreprise. Pour ça, on ne peut pas faire l'analyse complète si on n'a que le compte de résultat. Mais donc, si on prend des données calculatoires, l'autofinancement, c'est donc la différence entre la CAF et les dividendes versés. Comme on veut l'autofinancement en N, on va déterminer la CAF en N moins les dividendes versés en N. Sauf que, précision, les dividendes qui sont versés en N, ils sont versés généralement après l'Assemblée générale. Donc on a 6 mois pour faire l'Assemblée générale. Donc si on prend une année civile du 1er janvier au 31 décembre, ça veut dire grosso modo les dividendes ils sont versés courant du mois de juillet. Entre le moment où on a eu l'Assemblée générale avant fin juin et le moment où c'est versé, on a un petit peu de temps. Donc les dividendes sont versés généralement au mois de juillet. Mais ces dividendes versés en N concernent le résultat de l'exercice précédent. Donc ça concerne en fait le résultat de N-1. Donc ici, pour déterminer ces données-là, là, il nous faut généralement le bilan ou des informations complémentaires nous permettant de connaître les dividendes versés en N. Donc en fait, l'autofinancement, c'est de dire voilà combien j'ai généré de trésorerie. Une partie de les trésoreries, je l'ai versée à mes actionnaires sous forme de dividendes. Ce qui me reste, c'est pour l'entreprise. À moi de voir ensuite, entreprise, comment est-ce que je vais utiliser cet autofinancement. On l'a vu précédemment.
Quelle analyse on peut faire maintenant à partir de la CAF? À quoi ça sert de calculer la CAF? La CAF, elle est souvent assez utile pour le banquier. Elle est utile pour le banquier puisqu'elle va permettre de déterminer la capacité de remboursement de l'entreprise. C'est en fait, la CAF, une mesure de la solvabilité de l'entreprise. Cette capacité de remboursement de l'entreprise, c'est le ratio entre les emprunts à long terme et la CAF. Et généralement, on voudrait que ce soit inférieur à, inférieur à 4 ans. 2-3 ans, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire, si j'utilise la capacité d'autofinancement complètement pour rembourser mes emprunts, combien de temps est-ce que l'entreprise va mettre pour rembourser les emprunts à long terme? Donc les emprunts, généralement, puisque c'est le banquier, les emprunts au niveau du banquier. Le banquier, ça lui permet comme ça de connaître un petit peu son risque. Hein, si l'entreprise, il lui faut 10 ans pour générer assez de trésorerie pour rembourser son emprunt, et si elle emprunte sur 10 ans, ça va être compliqué. Donc ça permet quand même, comme ça, de déterminer la capacité de remboursement de l'entreprise et de vérifier que c'est tenable aussi pour l'entreprise. On sait que lorsqu'on emprunte, comme il y a des frais, les charges d'intérêt, on essaye d'emprunter le plus court, sur une durée la plus courte possible, mais des fois on se met un petit peu dans une situation financière compliquée, hein, on est un petit peu la gorge serrée, et le banquier a tout intérêt à donner un petit peu, d'allonger la durée, même s'il prend plus de risques, mais donner comme ça plus de possibilités à l'entreprise de rembourser en temps et en heure son emprunt. Deuxième élément, il faut savoir que voilà, c'est ce genre de ratio là où généralement au niveau d'un secteur d'activité d'un pays, il y a des seuils comme ça de ce qui est acceptable ou pas. On va définir le ratio, ce qui est la part de la CAF dans le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que combien est-ce que un chiffre d'affaires génère de capacité d'autofinancement. En termes de seuil, généralement on considère qu'il faudrait que ce soit supérieur à 5% si l'entreprise est soumise à l'IS. Donc la CAF représente plus de 5% du chiffre d'affaires et supérieur à 10% si l'entreprise a opté plutôt pour l'IR. Si on prend notre entreprise, puisque là on a toutes les informations dans le compte de résultat, si on prend notre entreprise, ici on est sur un pourcentage du chiffre d'affaires, la CAF représente 19% du chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt une situation financière favorable pour l'entreprise. Voilà donc sur la définition, le calcul, l'analyse de la CAF et de l'autofinancement. On peut aller plus loin, on peut parler de retraitement, on peut parler de marge brute d'autofinancement. Si ça vous intéresse, j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour suivre la continuation de ma chaîne YouTube. Merci et bon apprentissage et à bientôt.